Et donc, je lui remettrai à lui. Bon, ça marche votre truc. Oui, oui, pas mal là. Ça tire là. On a un premier client là, qui a signé en juillet. Ouais, on a un site industriel de l'Est de la France. Parce que là, ça a été. Le jury, ça a été terrible. Allô, allô. Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer cette session sur le nucléaire avec un petit peu de retard. J'entends des A de soulagement dans la salle. Donc on l'a vu ce matin, et Myriam l'a encore souligné, pour réussir le pari de la neutralité climatique, on a besoin de toutes les énergies et on a besoin surtout de ne pas les opposer. Donc on a vu, on a besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables, sur le biogaz, la biomasse, mais on a aussi besoin du nucléaire. Et on le voit aussi, actuellement, on a une véritable prise de conscience au niveau européen de la vulnérabilité de l'Europe en matière d'approvisionnement, en matière énergétique, suite à la guerre en Ukraine. Et on voit donc récemment certaines annonces politiques des gouvernements qui pouvaient apparaître comme tabous il y a encore un an, mais qui indiquent un regain d'intérêt très, très net pour l'énergie nucléaire. En France, on a vu le président Macron qui annonce la construction de 6 nouveaux EPR et potentiellement 8. Le gouvernement britannique a validé la commande de 2 nouveaux EPR après Hinkley Point. L'Allemagne qui annonce un potentiel report de la fermeture de centrales nucléaires pour faire face aux ruptures d'approvisionnement en gaz. Et le Japon, bien entendu, touché par Fukushima, qui vient d'annoncer le redémarrage de centrales nucléaires, de 7 réacteurs et la possible construction de nouvelles centrales. Donc tout ceci milite dans un certain, si on peut dire, redémarrage de l'énergie nucléaire. Mais pour réussir, afin de réussir et de contribuer à cette neutralité climatique à l'horizon 2050, sans bien entendu transiger sur la sécurité et la sûreté des installations, il faudra que cette industrie démontre sa compétitivité, et on a vu les dépassements sur certains chantiers, arrive à démultiplier les compétences et arrive à innover, donc proposer de nouvelles solutions. Notamment, on voit l'apparition ce qu'on appelle les small reactors, donc les petits réacteurs nucléaires. Et donc, c'est le sujet des 3 prochaines interventions qui vont suivre. Et tout d'abord, je vais inviter sur la scène Anne-François de Saint-Salvi, qui va nous présenter le programme Excel d'EDF. C'est à vous. Bonjour à tous. Je ne vais pas me lancer dans le débat de fond sur le nucléaire, bien entendu, mais si l'on veut effectivement que le nucléaire reste une composante essentielle du mix énergétique, il y a un certain nombre de conditions à remplir, et la première d'entre elles, c'est que la filière nucléaire, et à sa tête EDF, soit en capacité de tenir ses budgets et ses plannings, ce qu'elle n'a pas démontré sur le réacteur qui n'est pas encore mis en service à Flamanville. Alors pour cette raison, EDF a décidé de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, en partant du constat que la filière nucléaire française a réussi dans les années 70 et suivantes à construire le parc nucléaire qui nous éclaire en grande partie aujourd'hui, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de réussir de même dans la suite après le chantier de Flamanville. Pour cela, nous avons lancé un plan de transformation rapide, parce qu'il n'y a pas de changement si le changement n'est pas rapide. Un plan de transformation qui se déroule sur 2 ans et qui va se clôturer au mois de novembre de cette année, avec 3 phases. Une première phase de construction qui a été de juin à octobre 2020. Une deuxième phase qui a été une phase de développement des différentes décisions qui ont été prises dans cette première phase. Et puis une troisième phase d'ancrage dans la durée, parce qu'une chose est de transformer les conditions, de transformer les méthodes, de transformer les processus. Il faut ancrer ça dans la culture des acteurs, que
que ce soit EDF ou que ce soit l'ensemble de la filière nucléaire et des entreprises qui la constituent. Alors ce plan, il repose sur un socle. Ce socle, c'est d'une part une gouvernance des projets, et ça concerne EDF au premier chef, au meilleur état de l'art. Et ce n'est pas ce qu'on avait démontré à Flamanville. Et donc on a eu beaucoup de travail pour transformer les méthodes de travail et l'organisation à l'intérieur de la maison. Un deuxième axe qui est celui de la standardisation. La standardisation, c'est la capacité de ne pas réinventer la roue à chaque fois qu'on a à concevoir un nouveau système, mais d'essayer de réutiliser les équipements, les systèmes et les pratiques qui ont été éprouvées par l'expérience. Ça a deux avantages. Ça permet d'une part de garantir la reproduction, la reproductibilité des équipements sur les centrales au fur et à mesure. Et ça a aussi l'avantage de concentrer la fabrication des équipements sur un nombre plus réduit d'industriels, ce qui leur permet de monter en qualité. Alors dans l'industrie automobile, on monte en qualité parce qu'on fait des milliers et des milliers de pièces à la file. Dans l'industrie nucléaire, on n'est pas encore à ce rythme-là et je doute qu'on y parvienne un jour. Mais en concentrant la fabrication des équipements sur un nombre plus réduit d'industriels, on améliore considérablement les choses. Au-dessus de ce socle, on a deux leviers qui sont d'une part une montée en compétences, je dirais une remontée en compétences de la filière. On a aujourd'hui fait le constat que la filière nucléaire française, qui n'a pas construit pendant pratiquement 10 ans avant le projet de Flamanville, a perdu une grande partie de ses compétences et il est absolument indispensable de les remonter à la fois en compétences au sens strict, niveau de formation, et également en ressources. Et c'est vrai dans les entreprises de la filière comme chez EDF. Et puis le deuxième, c'est que pour faire aboutir un projet, il faut des relations partenariales entre l'ensemble de la supply chain et le client. Ces relations qui s'étaient, je dirais, détériorées dans le passé, avec un accent excessif mis sur obtenir le prix le plus bas, avoir des conditions extrêmement dures et protectrices des intérêts d'EDF, en oubliant que quand on a un projet à conduire, il faut aussi que le partenaire arrive à faire sa marge et à vivre. Ces conditions, on les a profondément revues de manière à ce que l'ensemble des acteurs, les fournisseurs de la filière nucléaire et le client EDF, soient alignés pour réussir le projet et non pas chacun d'un côté d'une barrière en se disant « moi je vais gagner le plus possible » et l'autre « moi je vais perdre le moins possible ». Et puis enfin, un objectif, une finalité qui est finalement que sur l'ensemble de nos activités industrielles, on réussisse à faire bon du premier coup. C'est la garantie de la tenue des délais et c'est la garantie également de la tenue des prix. Mon téléphone me joue des tours. Alors pour concrétiser cette transformation et pour rendre les choses à la fois concrètes et vérifiables, on avait défini 30 engagements concrets. Alors rassurez-vous, je ne vais pas les passer en revue et les lire les uns après les autres. 30 engagements concrets que l'on a mesurés avec des critères objectifs et avec un certain nombre d'indicateurs. C'était d'ailleurs ma responsabilité de piloter le tableau de bord de ce projet. Ce projet, je vous donne simplement à titre d'illustration quelques-uns des résultats. Je vais prendre celui de la gouvernance. On avait, dans le passé, on mettait un temps infini chez EDF à prendre une décision lorsqu'un fournisseur nous disait « Attendez, moi j'ai un truc qui n'est pas exactement conforme à la spécification que vous avez faite. Dites-moi si c'est acceptable, s'il faut que je refasse, s'il faut que je corrige, etc. » Et ça tournait pendant des jours, et quand je dis des jours, je suis, à mon avis, assez en deçà de la vérité. Aujourd'hui, sur le projet EPR2, 100% des non-conformités déclarées sur les études sont traitées dans un délai inférieur à 3 mois. Et de la même manière, vous le voyez à droite sur cet écran, sur le projet Hinkley Point en Angleterre, 97% aujourd'hui des non-conformités déclarées par les fournisseurs sont traitées par le client dans un délai inférieur à 3 mois. Et puis l'autre exemple que je prendrai, et je surveille la pendule, c'est celui de la standardisation pour vous montrer la manière dont on a pu progresser.
sur l'ensemble des robinets, des vannes qui équipent les centrales nucléaires. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. On avait dans le passé plus de 13 000 références réparties sur un nombre considérable de fournisseurs, dont certains avaient un chiffre d'affaires avec EDF qui ne dépassait pas 100 000 € depuis 3 ans. Ce n'est pas avec un chiffre d'affaires de ce volume-là qu'on peut faire des progrès en qualité, investir dans l'automatisation des chaînes de fabrication, etc. Et donc on a décidé de réduire cette diversité à travers la mise en place de catalogues qui sont devenus obligatoires pour les ingénieurs concepteurs. Et en l'occurrence, sur les robinets, on est passé de 13 300 à 1 200 aujourd'hui, la cible étant à 800 à la fin de l'année. Là, je reviens en arrière parce que c'est plus moi. Voilà. Ce plan, aujourd'hui, est à quelques mois de son échéance. Il est en passe de réussir les objectifs qu'il s'était fixés de transformation, à la fois dans la filière et à l'intérieur de l'entreprise EDF. Mais il y a un élément clé dont il faut avoir conscience, c'est qu'en 2 ans, on a transformé beaucoup de choses. Ces décisions, ces dispositions, il faut dorénavant les ancrer profondément dans la culture de tous les acteurs. Et donc on va devoir prolonger et maintenir la pression et l'attention que l'on a sur ces sujets-là pendant de longues années, parce que, comme chacun sait, les projets nucléaires sont des projets de temps long. Et je vous remercie de votre attention et je rends le micro au présentateur avec 1 minute d'avance. Merci beaucoup, merci pour cette présentation très, très intéressante et meilleure chance de réussite pour ce programme ambitieux qui, je suis sûr, redonnera confiance aussi dans la capacité d'EDF à construire des EPR dans les coûts et les délais impartis. Maintenant, nous allons passer à une démarche originale qui concerne le nucléaire. Et donc, nous avons en ligne Lou Sancho des États-Unis. Bonjour Lou. Bonjour Franck. Quel temps fait-il? Là, c'est un peu tôt, c'est 5h30, mais le soleil commence à sortir. Bon, merci en tout cas d'être présente si tôt. Voilà, la parole est à toi pour nous présenter cette démarche originale pour les 10 prochaines minutes. Merci Franck, merci à tous, merci Myriam, Diana, Caro, de me manquer. J'espère que l'année prochaine, je pourrai être avec vous. Donc, si on peut commencer, je ne peux pas voir ce slide. Voilà, donc c'est parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la décarbonisation des centrales de charbon en utilisant ça qu'on appelle les nouveaux nucléaires, la génération 4, les SMR, il y a en fonction des technologies. Et comment, en fait, ça affecte. Dans les slides que vous... Comme ça a été déjà dit dans la conférence aujourd'hui, on sait que les derniers rapports alertent sur les rôles cruciaux des dernières prochaines années pour inverser la courbe des émissions afin de limiter les climatiques, écologiques, climatiques, sociales, économiques, etc. Mais quand on regarde, ça que vous voyez dans l'écran, sur la figure de gauche, vous voyez en 2018, en fait, c'était en opération, c'est qui c'était en opération. Et vous voyez en fait beaucoup de blocs, ça c'était positif, c'est-à-dire que c'était des centrales qui étaient en train d'être décommissionnés. Quand on regarde, on fait à peu près... Lou, on n'entend pas très bien, Lou. Il faudrait peut-être parler un peu plus près du micro. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de micro ou de communication. Je ne sais pas. Là, je suis le plus proche que je peux. D'accord. Merci. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. OK. Donc, vous voyez que dans la figure de droite, il y a énormément des usines à charbon qui sont en construction ou qui sont en planification de construction. Ce matin même, je me suis payée pour me connecter avec Bloomberg. En Europe, il y a 6 millions de tonnes métriques de charbon qui ont été
2022 en Europe par rapport à 2021, c'est 14% au niveau de 2021. Et finalement, la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, qui est en train de faire les gaps avec la future des base load, c'est très bon. Donc, comment on peut changer tout ça? C'est qu'on a littéralement des capacités de centrales de charbon qui sont en moins de et la combustion de charbon. On sait tous, il produit à peu près 4,6 décès. Donc, comment on peut... Les slides suivantes. Voilà, comment pouvons facilement être fiables nécessaires des centrales à charbon. Et assez rapidement, et on a, par exemple, le système américain, aux États-Unis, et 135 000 tonnes de CO2 par an. C'est le deuxième émetteur le plus important derrière. Finalement, si on arrive à réduire la carbonisation dans ces pays, en pareil 4%, il peut être aussi réglé donc, les enjeux en Europe, si on regarde la Polo, on parle d'un système énergétique plus de 80%, 88% du mix électrique aujourd'hui, il est basé sur les charbons. La Pologne doit réduire à peu près la production électrique actuelle pour réduire les émissions. Deuxième slide. Finalement, il y a une idée. C'est ça que, si on peut aller à la prochaine slide. Voilà, je ne vais pas aller dans tous les détails. Finalement, on a beaucoup de dans la salle et dans les universités chaque année. Finalement, pour la révolution industrielle, on a plutôt meilleure façon en fait de produire l'électricité et de la vapeur. Et finalement, ces techniques, ils sont fondés sur trois principes. Il y a une chaudière qui peut produire du CO2. Il y a des systèmes qui sont autour, ça que les Américains, les Anglais, les ballast propellants. Puis on a tous les turbines, toutes les électriques. L'idée, c'est de dire échanger et réduire qu'aujourd'hui produit CO2 avec d'autres solutions. Il y a une étude réalisée par avec les soutiens de l'Université Saint-Étienne et l'Université HSD de Varsovie. Ils ont analysé différents systèmes. Comme disait tout à l'heure, cette université d'été, ils ont regardé solaire, géothermie, biofuel, tous les systèmes, y compris aussi nucléaire, pour essayer de voir, c'est ça que vous voyez dans l'image de droite, comment en fait on peut utiliser des systèmes existants à la charbon, en ayant une chaudière qui est propre CO2. Malheureusement, les systèmes la physique assez lourde, besoin d'arriver en production des températures très hautes, entre 500 et 600 celsius, et du coup, les nucléaires sortent une solution qui est beaucoup plus adaptée à réaliser en fait retrofit, retropower d'une centrale. Dans l'image des drones, ça peut être fait dans des différentes situations. Ça peut être de l'optimisation du site, vraiment l'utilisation des équipements assistants. Et on peut voir les slides suivantes, s'il vous plaît. Voilà, donc la technologie, on peut cliquer encore une fois, comme ça vous voyez tout. Voilà, on utilise en fait une technologie qui est nouvelle, innovatrice, le besoin d'innovation dans la nucléaire. Donc, il y a un écosystème très actif pour trouver des solutions, sortir de réacteurs et nous permettre de résoudre un certain nombre de filières
D'abord, évidemment, tous ces systèmes sûrs. C'est pour ça que chez Kairos, on utilise en fait des fuels très différents de celles d'avant. Donc, comme vous voyez dans l'image, des TRISO. Si vous faites un Google rapide, que dans la page web DOI, le département de l'énergie américain, il est défini comme les fuels nucléaires les plus robustes, les plus sûrs aujourd'hui au monde. Ce qui est incroyable, si vous voyez l'écran, mais une de ces pebbles, comme on les appelle, TRISO dedans, produisent à peu près la même énergie, 4 tonnes de charbon pour produire le CO2. Cette génération de réacteurs de développer, de construire, il est refroidi avec les 2 images que vous voyez, qui sont faites dans nos laboratoires. La combinaison des 2 réacteurs qui est super sûre, ou que du coup on a aussi moins de systèmes de sûreté qui ont un impact en fait, sur l'économie et la capacité à faire un scale-up, parce qu'ils sont évidemment ça qu'on a sûr. Où on est avec les régulateurs, c'est la question qu'on se pose. Nous, actuellement, on est en train un prototype, parce que d'abord, arriver à cette température, au-delà des 600 degrés Celsius, c'est que tous les composantes fonctionnent. Là, le petit pad que j'ai dans ma main actuellement, c'est ça que j'ai un surgate, c'est fait avec du graphite, et n'est pas encore évidemment un chip. Mais là, actuellement, à New Mexico, le dessert, on est en train de tester ça. Sur la partie claire, on est engagé avec les régulateurs, ça s'appelle l'ANXT, et on a soumis un permis de construction, le premier réacteur qui sera non connecté au système, qui fera de la chaleur nucléaire, justement démontrer la faisabilité et d'un point de vue économique, de ces chaudières nucléaires à base de réacteurs, des particules TRISO et avec du fibre. On a vu aussi des intervenants. C'est très important aussi d'innover dans la phase de choses. Donc, on compris un petit peu les méthodologies qui a eu SpaceX. Qu'est-ce qu'on fait? On réalise beaucoup de types, on apprend beaucoup fabricants, donc on a beaucoup d'infrastructures. Et deuxièmement, pour avec la supply chain, comme on a exprimé par réalise ce qu'on appelle une on construit, nous, des composants qui sont critiques aussi parce que cette nouvelle technologie n'existe pas aujourd'hui dans les marchés. La slide suivante, suite à l'étude que vous avez réalisée, on a travaillé sur la centrale nucléaire, sur la centrale en Pologne. Si on peut revenir à les séquences, s'il vous plaît. En arrière. Voilà, c'est là. Donc, le diagramme de gauche, la centrale Lagica en Pologne, une centrale qui a à peu près produit 460 gigawatts en ce qu'on appelle les et on a travaillé à l'université avec les professeurs. Vous voyez dans les systèmes de droite, en fait, on pourrait garder l'équipement, les biopiles, les systèmes de en utilisant des chaudières à technologie FHA. Les résultats, ils sont slide suivante. Qu'en fait, c'est fait ça dynamique, qu'on arrive à avoir des économies de scale et qu'on est vraiment des sujets d'une économie circulaire, des assets et des systèmes. Ça, évidemment, ça c'est la stratégie des démontrée aux États-Unis avec le réacteur jeudi, on attend l'autorisation de la construction de ces réacteurs. Il va l'écrire à peu près, construction commencée en 2026, opération à peu près en 2026.
2023 et les opérations du réacteur démonstrateur. Donc, vous voyez que cette technologie commence à arriver dans les marchés assez vite et on a des slides que vous voyez avec des impacts meilleurs. Vu que pour décarboner, le problème, c'est l'électricité, c'est la mobilité du transport. C'est ça qu'on appelle la deep decarbonization aux États-Unis. C'est l'industrie. On a besoin de compléter le solaire avec quelque chose. Je pense qu'avec cette génération, on peut le faire. Myriam nous a parlé ce matin de 3 paradigmes énergétiques. C'est corrélé des énergies fossiles, c'est la solution, mais la technologie, elle toute seule, chose des solutions, paradigme territorial, innovation technologique qui doit tous travailler ensemble. La décarbonisation, faisant les rétrofits à charbon avec l'air, température, c'est une solution qui répond à notre paradigme de fondation et santé cette année. Bien. Lou, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être levé si tôt pour nous présenter cette démarche tout à fait originale, cette innovation de coupler des réacteurs de nouvelle génération avec cette nouvelle technologie, avec des actifs de centrales à charbon qui existent. C'est ce qu'on appelle les stranded assets, sinon ils vont être démantelés, et ce qui permet de réduire le niveau d'investissement nécessaire pour ces centrales nucléaires d'un nouveau type. Merci beaucoup, Lou. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons passer à la troisième présentation avec Antoine Guyot de Jimmy Energy. Antoine, c'est à vous. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez pu voir juste avant un peu le nucléaire traditionnel, enfin électrique, à travers 2 grandes initiatives. Donc le projet Excel qui est de vraiment structurer et renforcer le savoir-faire français. Et ensuite les nouvelles initiatives, en particulier américaines. Donc, on est un peu coupé avec Lou, mais donc Kairos, qui est vraiment une très très belle boîte, qui fait des réacteurs de nouvelle génération qui ne sont pas pressurisés. Donc ça a plein d'avantages. Donc moi je suis Antoine Guyot, donc je suis le dirigeant et le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Jimmy. On est basé à Paris et ce qu'on fait, c'est des générateurs thermiques basés sur la fission nucléaire qui permettent de remplacer les brûleurs à gaz pour les industriels tout en leur fournissant du coup de la chaleur moins chère et décarbonée. Donc on décarbone frontalement l'industrie à partir de fission nucléaire. Je vous présenterai ça juste après, mais donc j'aimerais profiter en fait de ce moment-là pour vous partager aujourd'hui, puisqu'on est un peu dans un cadre de réflexion, l'importance de la physique nucléaire, pas du nucléaire, de la physique nucléaire, comme une des clés pour la suite, pour tous les enjeux qu'on a. En particulier, donc si on regarde aujourd'hui, moi, quand je réfléchis à l'écologie, je me dis qu'il y a 3 problèmes. Il y a le problème du climat, on met trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a le problème des déchets, on met trop de matière transformée par les humains dans l'environnement. Et il y a le problème de la biodiversité. C'est un peu les 3 problèmes, il y en a d'autres probablement, mais c'est comme ça que je réfléchis. Et généralement, en fait, quand on parle de la physique nucléaire, en fait, on va aller plus loin. C'est-à-dire que les 2 premiers problèmes qui sont le climat et toute la partie déchets, ils ne sont pas résolus parce qu'ils ne sont pas rentables. Or, on dispose là d'une physique qui peut permettre justement de rendre rentable une source de chaleur qui est différente de celle du gaz et donc qui est décarbonée. Donc d'un seul coup, il est plus intéressant d'être décarboné que carboné. Et pareil, si on dispose d'une source d'énergie abondante et verte, on est en mesure de complètement revoir la manière dont on se procure nos matières premières, puisqu'il pourrait ainsi faire en sorte qu'il est plus intéressant de recycler un emballage plastique avec une source de chaleur abondante et verte plutôt que d'aller la chercher au fin fond d'une mine. Voilà, donc ça c'est un peu un préambule. Et donc si je voulais revenir un peu sur ce qui nous intéresse en particulier, c'est la physique nucléaire et au niveau du climat. Et en fait, au niveau du climat, quand j'essaie de comprendre, quand je parle autour de moi de quel est le problème en une phrase, c'est on consomme trop d'énergie fossile, on brûle trop de choses. Ça veut dire qu'on a découvert le feu il y a 450 000 ans, on a appris à l'apprivoiser et aujourd'hui on l'utilise trop. C'est-à-dire qu'on brûle trop de choses dans l'industrie pour faire de la chaleur, on brûle trop de choses pour faire
transporter, bouger. On brûle trop de choses pour se chauffer et accessoirement aussi on brûle trop de choses pour faire l'électricité. Et donc c'est le point de départ de Jimmy, c'est-à-dire c'est quand même assez fou. On a, je sais pas comment c'est quand même assez fou. Donc on a une énergie qui est carbonée qu'on utilise trop. Et il y a en face de nous une deuxième chose qu'on sait faire, et ça on le sait faire depuis plus récemment, c'est-à-dire depuis 80 ans, c'est la fission nucléaire, qui a 3 grands avantages. La première, c'est qu'elle fait de la chaleur et pas l'électricité. Généralement, on pense tout de suite nucléaire égale électricité, mais la réaction basique qu'on fait dans une centrale, c'est de la chaleur qu'on transforme en vapeur puis en électricité. Le deuxième point très intéressant, c'est que c'est 1 million de fois plus dense que les réactions chimiques type combustion. Et donc, ça nous permet donc, de faire 1 million de fois plus d'énergie pour un déchet qui est 1 million de fois plus petit et dont on maîtrise et qu'on ne relâche pas dans l'atmosphère, ce qui est une vraie clé dans la lutte contre le problème de l'effet de serre. Et enfin, le combustible nucléaire, et ça c'est le grand truc qu'il faut savoir, est 5 à 10 fois, c'est parce qu'on avait préparé les slides, mais aujourd'hui c'est 5 à 100 fois moins cher que le gaz. Et donc historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi d'utiliser la fission nucléaire pour faire l'électricité à travers un business model qui était assez simple. Je fais une grosse bâtisse qu'on appelle une centrale, et à partir de celui-ci, je tire une électricité, mais dont la plupart du coût vient du coût de la centrale. Et quand même, on s'est permis de mettre du coup la structure des coûts de l'énergie qui sort de cette centrale. On voit que c'est la moitié qui est due aux travaux au civil works, aux travaux de bâtiment. On va dire 30% à l'électricité et 20% liés seulement au nucléaire. Et donc, vous avez là une source d'énergie qui est incroyable, qu'on maîtrise depuis 80 ans, qu'on applique uniquement à l'électricité, mais qui, si on est assez malin, et justement parce qu'on a le savoir-faire qui est renforcé en ce moment, on est en mesure d'appliquer là où il y a un problème. Et les problèmes, c'est le transport, le résidentiel et l'industrie. Et donc nous, chez Jimmy, donc, encore une fois l'entreprise que je dirige, on a choisi de répondre au problème de la chaleur industrielle. C'est-à-dire quand vous regardez aujourd'hui un industriel et quand vous lui parlez, et c'est d'autant plus flagrant depuis février, c'est que lui, quand il produit quelque chose, il consomme majoritairement des énergies fossiles, pas du tout de l'électricité. Et c'est à peu près 75% du mix énergétique, c'est des énergies fossiles pour l'industrie. C'est près de 1000 sites très consommateurs et c'est des marchés qui sont colossaux. Et en face de ça, on se rend compte que lorsqu'on leur parle, ces industriels sont pris au piège, c'est-à-dire que eux, ils ont une pression économique constante sur leur approvisionnement de chaleur. Je ne parle même pas des guerres, mais parce que tout le monde en veut et il y en a de moins en moins. Vous avez une pression écologique parce que tous les clients veulent avoir un comportement vertueux et vous avez le régulateur qui veut taxer. Et quand vous regardez et vous leur demandez est-ce que vous avez des alternatives, en fait non. Il se trouve que par des rendements physiques, généralement et par des lois, le gaz est ce qui coûte le moins cher. Et donc nous, ce qu'on crée chez nous, et je vous présenterai ça et on pourra ouvrir ensuite, mais nous, ce qu'on fait du coup chez Jimmy, c'est qu'on crée des générateurs thermiques atomiques, c'est-à-dire on fait des petites bâtisses qui contiennent un réacteur qui n'a rien à voir avec ceux des réacteurs de centrale, puisqu'il est plus chaud et plus sûr. Donc on installe ça à côté d'un site industriel, on le raccorde au système de production, un peu à l'instar de ce que fait Keros pour les centrales à charbon, et à partir de là, on aligne les objectifs économiques et écologiques, puisque notre client paye moins cher et décarbone frontalement son activité. Alors ça, vous pourrez dire où est-ce qu'on en est, donc je vais vous dire un peu plus. Donc nous, aujourd'hui, on est une équipe de bientôt 20 personnes. On est un premier client qui a signé, on en a 15 autres qui sont prêts. On vise comme premier déploiement 2026 et on est très content de ce qui se passe. Voilà. Et donc moi, je profite de cet appel pour vous dire, voilà, la physique nucléaire, ce n'est pas simplement l'électricité. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Et ça peut être aussi un appel aux entrepreneurs qui veulent se mobiliser, puisque l'énergie liée au nucléaire a quand même énormément de promesses. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup pour cette initiative, cette innovation. Effectivement, l'idée d'utiliser la fission nucléaire pour produire de la chaleur auprès des industriels, qui est un des gros émetteurs, on le rappelle, en matière d'émissions de CO2. Voilà, ceci termine la session nucléaire et sans plus attendre, je vais passer la parole à Marc qui anime la session suivante.